Voilà, Constant Ibara-Peya, rapidement avant de prendre le discours du chef de l'État, hein, prononcé justement le 14 août sur l'état de la nation, oui, vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, je prenais dans le développement, le progrès politique, parce que les deux sont liés. Alors, si je pars de 1958 à nos jours, nous n'avons jamais eu une alternance pacifique. D'ailleurs même... Là, vous êtes sur le plan politique. Le plan politique, oui, pour arriver à montrer que, d'ailleurs, le professeur Lissouba a commis un ouvrage, Conscience de développement et démocratie. Les deux sont liés. Conscience de développement et démocratie. Donc, j'en arrive. Vous allez voir que notre République, elle n'est pas césarienne. L'acte inaugural de l'État s'est posé sur la base d'un coup d'État. Le coup d'État de Yulu, à Pointe-Noire. Très bien. Nous arrivons en 1963. Le premier acte refondateur de l'État, ce que nous avons appelé l'État révolutionnaire, ça s'est fait par la violence. Donc, un coup de force de la rue, activé par les syndicalistes. Quand Mme Gbagbo arrive au pouvoir, le président Yombi arrive au pouvoir, toujours, ça s'apparente à des circonstances exceptionnelles, un coup de force. Pourquoi? Parce que M. Tissé qui devait prendre le pouvoir ne l'a pas prise. Quand le président Yombi quitte le pouvoir, il n'a pas eu passation de pouvoir comme cela devait être. Quand le président Sassou quitte le pouvoir, il est victime d'un coup d'État en 91. Parce que nous arrivons en 89, il y a eu le président Sassou bénéficiait d'un mandat qui devait aller jusqu'en 1994. Mais, ce qu'on appelle l'effort de changement, la conférence nationale, qui était un coup d'État civil, c'est Bilongo qui prend la rêne du pouvoir, il est resté un simple président honorifique. Donc le coup de force s'est passé en 91. En réalité, les élections de 1992... non, attendez. Merci beaucoup, oui. Les gens viennent dans des positions exceptionnelles et on sait que quand on vient comme ça, là, ça ne permet pas à l'État de progresser, d'avancer. On ne peut pas s'asseoir pour élaborer un programme de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, comme certains pays l'ont fait. Donc il faut aujourd'hui, vous avez choisi de faire la démocratie. À côté de la démocratie, l'organisation des élections, il y a tout un dispositif axiologique. C'est-à-dire, vous avez le volet économique, vous avez l'état de droit, vous avez tout cela qui permet aux entrepreneurs, aux entreprises de fonctionner et d'aller en avant. Cette évocation historique et aussi les défis, on va revenir sur la dernière partie de cette émission, les défis notamment. Alors, le 14 août, le président de la République a prononcé le traditionnel discours sur l'état de la nation. Il est longuement revenu sur la crise financière et économique, les réformes engagées par le gouvernement pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin de redresser l'économie du pays. Sur le plan international, il a parlé du conflit russo-ukrainien, un hommage rendu au père de l'indépendance du Congo, mais aussi à ceux qui ont accompagné l'indépendance du Congo. Et il a appelé le peuple, justement, le peuple congolais, au patriotisme et à l'optimisme. Comment, Marien Fonengombe, je m'adresse à vous, comment vous avez jugé le discours du chef de l'État? Est-ce que c'est un discours réaliste? Le discours, selon moi, le chef de l'État a posé les grands défis. Je crois que la démarche était celle-là. Moi, j'ai apprécié qu'on sorte des discours fleuves, parce que souvent on décrochait. Moi, personnellement, c'était trop long. Ces discours concis permettent de garder l'attention de chacun pendant tout le long du discours. Il est synthétique, donc il pose des chevaux de bataille qui sont importants à son sens. Et je rejoins sur le réchauffement climatique. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Sur les crises qui ont émaillé le Congo, il en a parlé. Il a parlé d'ajustement, donc en filigrane, j'ai compris qu'il parlait du FMI. Il n'est pas allé très en profondeur. Il a parlé de la Covid-19, du conflit russo-ukrainien. Mais il y a vraiment un projecteur qui a été mis sur tout ce qui est réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que les Congolais peut-être doivent aussi prendre la mesure de ce sujet-là. Il a parlé aussi de paix. Et quand on parle de réchauffement climatique, en fait, on parle de paix quelque part. Il y a un rapport de l'UNOCA, je crois que c'est le bureau des Nations Unies, voilà, qui montre les conséquences pour l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, du réchauffement climatique. À cause des déserts qui pullulent un peu partout, il y a des mobilités humaines, il y a l'insécurité alimentaire qui peut pointer à tout moment. Il y a des crises intercommunautaires, des paysans qui se discutent entre eux, la crise foncière, pour faire un clin d'œil à ce qu'il disait sur les terres arables. Bref, ça j'apprécie particulièrement parce que, excusez-moi, je parle beaucoup de soft power, de la place du Congo dans les relations internationales. C'est justement ce que vous prônez dans votre association. Oui, absolument.
Et la conférence des 3 bassins, Amazonie, Congo et Bornéo-Mekong, c'est important, c'est central. Depuis la conférence de Copenhague, je crois que c'est 2009, les pays pollueurs doivent, c'est un équilibre naturel, nous rendons un service à la planète du fait qu'on ait ce bassin du Congo, qu'il y a des tourbières pour le carbone, donc il y a un équilibre qui doit être fait, il y a des promesses qui sont faites et rien n'est reversé aux États africains. C'est une aberration. Donc en faisant ça, en s'alliant comme ça trois régions et en allant au front pour retirer ce qui est notre dû, ce que nous méritons, vu le service que nous donnons à la planète, je trouve que c'est judicieux. Et je pense que ce sera peut-être sûrement efficace. Donc il a été au mois d'août à la conférence des pays de l'Amazone, là. Et du coup, c'est en octobre, la conférence des 3 bassins à Belém. Et ce qui est bien dans le calendrier, c'est que Belém accueillera également en 2025 la COP 30. Donc je me dis qu'on est dans un sillage intéressant. Il y a eu le Fonds bleu qui participait à la même chose. Pour moi, c'est central comme question, parce que les conséquences sont transversales. Le plan économique, le plan humain, ça concerne tout le monde. C'est ce vous comprenez, c'est ce qui m'a le plus touché dans ce discours. Et je partage ce souci-là, parce que le Congolais prend toute sa place, le Congo prend toute sa place sur ces questions, vu l'héritage qu'on a de notre sol, de notre biodiversité, ainsi de suite. Maintenant, concernant les autres sujets qui ont été évoqués, c'est plus, c'est un peu dans l'ordre des choses. Chaque discours revient sur ces thèmes-là. Le président essaie de faire comprendre que les crises que nous avons eues empêchent le Congo de... La paix, c'est important pour attirer des investissements étrangers, c'est très important. Si Dangote s'installe au Congo, c'est pour la paix. Le marché est petit, le marché congolais. Il vise le marché de la RDC, mais il veut un pays safe, comme on dit. Donc, il s'installe ici. Moi, pendant la Covid, j'étais là, pour la petite anecdote, j'ai dû marcher. Vous savez, on ne pouvait pas circuler en voiture, c'était interdit, mais on pouvait marcher. J'ai fait, mais en termes de kilomètres, je ne pourrais pas dire, mais j'ai dû marcher 1 heure, j'ai traversé des quartiers, et le Congo est un pays sécurisé. Ça, on peut en être fier. Et ce n'est pas rien. Donc voilà, et après, avec quel sujet qui a pu me marquer? Je suis bavard. Merci. Voilà. Sur la crise économique et financière, il a dit, je cite, la crise financière et économique, les réformes engagées par le gouvernement pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin de redresser l'économie du pays, sans pour autant, Albert, dire les réformes qui ont été engagées, lorsqu'il rend même hommage au père de l'indépendance du Congo. D'accord, vous savez, l'expression père de l'indépendance, ça, bon, dit le précédent intervenant, sont des termes un peu, comment dire, répétitifs, sur lesquels d'ailleurs nous ne nous arrêtons plus tellement. Qui est père? Est-ce que c'est un discours réaliste oui, en non, tant que journaliste? Oui, non, réaliste, oui, ça c'est vrai, puisqu'il a quand même évoqué des questions concrètes, des choses de la vie. Mais ne fuyons pas cet aspect-là de père de l'indépendance. Qui est le père de l'indépendance au Congo? Je veux dire, qui a revendiqué en tant qu'intellectuel, en tant qu'acteur politique, l'indépendance du Congo? Elle nous a été imposée. Mais pourquoi pas le citer? Évidemment, vous continuez, Albert, de citer ces pères de l'indépendance du Congo. Peut-être justement pour ce que nous disons, il y a nos historiens locaux, je dis bien, qui sont partagés en 2 camps, en disant, bon ben voilà, ça fait bien, on ne va pas faire le tri entre qui était qui, et puis qui était contre quoi. Alors, bon, c'est perdre l'indépendance, mais c'est vague. Est-ce que l'idée, c'est pas de parler de ceux qui ont participé à la construction du Congo à partir des indépendances? Non, est-ce qu'il faut forcément... Ça aussi, il a dit, mais dans une deuxième détente. Donc, le problème, c'est rendre hommage au père de la nation. Père de la nation, père de l'indépendance, et le père des indépendances, c'est pas la même chose. Non, pas au père de l'indépendance. Voilà, c'est pas la même chose. Au père de Mais l'indépendance. il faut arrêter avec l'imposture. Nous n'avons pas eu de père d'indépendance dans ce pays. S'il y a des pères des indépendances, nous citerons d'abord en premier lieu les Mabira Manganga, les Obama Mbunze, qui ont pris les saguets, comment vous appelez, Tchepavita, qui ont pris les saguets pour lutter contre l'occupation coloniale. Premièrement, les Obama Mbunze, j'ai dit. Deuxième chose, nous avons André Grenat Machua, qui les gens ont transformé en religieux. Ce n'était pas un religieux, il a créé la méthode, les revendications étaient claires et précises. Oui, mais voilà, il revendiquait quoi? L'indépendance. D'ailleurs, moi, je me considère comme l'un de ses petits-fils, tout en n'étant pas machuaniste. Troisième chose, nous avions le trio que j'ai eu à citer. Monsieur Julien Boukambo,
Monsieur Rémé Matika et Madame Alice Badiangana. C'est la seule qui vit. Je me suis renseigné, elle est encore en vie. Parce que ceux-là se sont opposés à l'indépendance formelle. L'indépendance a été généreusement octroyée par le colonisateur. En réalité, c'était une indépendance contrôlée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, je peux regarder cette caméra pour dire qu'au Pango, ce sont les peuples d'indépendance. Non! Le peuple des indépendances modernes, c'est Machua et tous ceux qui sont venus après les Boutika, et comment vous appelez les Badiangana que j'ai cités. Oui, mais comment Christian Wanga. On ne peut pas, par un regard a posteriori et très élevé des événements, disqualifier certaines personnes du rôle historique qu'il a joué. Vous vous renseignerez sur les prestations de M. Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale française et étaient les plus honorables. Et c'est l'un des rares députés, à l'époque, qui n'est pas arrivé au terme de son mandat, qui a été remplacé par Stéphane Tchétchelé, parce que justement sa virulence était reconnue. Donc, il y a... Permettez. Voilà. Respectons ces gens. Il n'est pas dit que ceux qui avaient choisi le chemin plus radical étaient nécessairement les meilleurs. On connaît Sékou Touré, qui a été salué, n'est-ce pas, pour sa bravoure. On connaît également quel a été le sort, n'est-ce pas, économique, politique de la Guinée après que ce pays a obtenu son indépendance en 1958. Donc, ceux qui étaient en situation de choisir le sort de nos peuples, n'est-ce pas, l'ont fait très certainement opportunément, très certainement en tenant compte des considérations casuistiques, mais je crois également dans la recherche du meilleur qu'ils pouvaient. Donc pour nous, génération venant bien après, n'est-ce pas, je pense que le respect s'impose quand même pour ces personnes qui ont eu à marquer de lettres de noblesse, n'est-ce pas, leur nom dans l'histoire de notre pays. Lorsque le président de la République évoque les pères de la nation, c'est que le bel et bien. Et s'il ne les a pas cités nommément, peut-être justement veut-il éviter des contestations du type de ceux auxquels nous assistons sur ce plateau. Je crois que en chef d'État, c'est la formule qu'il a choisie et nous pouvons nous en compter. Vous savez, cette joute verbale, sans vous couper, est symptomatique de quoi? Qui est amicale, somme toute. C'est qu'on n'apprend pas assez le récit national congolais. Ça, c'est notre cheval de bataille, à notre petit niveau. C'est pas normal que les jeunes, eux, ils sont plutôt aiguisés sur l'histoire du Congo. Mais cette question-là, on en débat ici. Mais un jeune qui a 19 ans, qui parle pas d'André Machua, parce que ça appartient à tout le monde, André Machua. C'est pas une région où c'est national le travail qu'il a pu faire. Ce que je veux dire, c'est que oui, il faut travailler sur le récit national congolais. Il faut en parler, rappeler les zones d'ombre de chacun, mais beaucoup ont participé à mettre de la lumière sur le Congo, ont donné de leur vie, certains ont des études exemplaires. Quand Jacques Opango se retire de la politique parce que il est rappelé par Ngouabi pour travailler avec Ngouabi, mais il estime que non, il n'est pas en accord avec ce que fait Ngouabi, il se retire. Pourtant, j'ai beaucoup d'affection pour Ngouabi, vu ma trajectoire personnelle. Mais c'est une parenthèse. C'est pour dire qu'il y a des gens comme ça qui sont vraiment animés par un patriotisme et par le sens de l'État. Il y en a eu dans le récit national congolais, mais il n'est pas enseigné. Voilà, parmi les choses qu'il faut faire, on n'a pas parlé de l'éducation sur le progrès. C'est important. Le système éducatif aujourd'hui, il y avait un classement, on a eu des classements, on a eu des prix à l'UNESCO. Dans les années 80, on était le pays le plus alphabétisé. On va revenir sur les défis, mais allez-y quand même. D'accord. Mais je m'arrête là, mais je veux dire qu'il faut enseigner le récit national congolais. On a fait une vidéo avec nos petits moyens des ACC, qui est sur la toile, où on reprend autant les politiques, les artistes, qui sont souvent caricaturés, les hommes d'affaires, l'histoire de Debina, de Ndazi, peut-être que je vais écorcher le nom. Il y a des hommes d'affaires comme ça, des commerçants, parce que maintenant on dit entrepreneurs. Ça aussi, c'est des mots valises, on met un peu tout dedans. C'est des commerçants qui peuvent inspirer les gens. On a besoin de rôle modèle. La question, en fait, vous avez ouvert une boîte de Pandore et derrière, il y a quelque chose de très sérieux. Le récit national congolais n'est pas assez enseigné. Voilà. La tonalité de ce discours, Albert Mianzikuta, entre incertitude, espoir et optimisme, et le désespoir aussi, il dit, je cite, « Je renouvelle mes félicitations à notre peuple pour sa foi en l'avenir, sa détermination, sa persévérance dans le vent des succès, des échecs, des joies, des malheurs, de l'incertitude, du doute et de l'optimisme. » C'est peut-être la partie du discours qui m'a le moins plu personnellement, parce que l'année dernière, c'était déjà, voilà, le meilleur État-unis. Et cette année, même s'il ne l'a pas dit avec mes pauvres mots, c'était à peu près la même chose. Donc, bon, voilà, et nous tournons toujours autour de cette réalité-là. Non, mais le peuple, de même que nous faisions le constat objectif que depuis 1960 à ce jour, nous avons fait quand même des progrès, qu'ils soient insuffisants, c'est certain,
mais nous les avons faits. De même, il faut... Moi, j'attendais des expressions nouvelles, des engagements nouveaux. C'est pourquoi j'ai pointé le changement climatique. Ça, c'est un thème... Est-ce que le mal avec Albert, avec la politique au Congo, c'est plus des slogans? Ben, nous sommes nés plus ou moins du PCT, donc nous avons aussi notre c'était le parti État, on essaie dans le PCT. Voilà, donc on est né dans le PCT. Même, le peut s'appeler le relais du MNR. Oui, c'était même pire. Aujourd'hui, c'est le multipartisme. Donc, les choses ont évolué sur le plan politique. Et donc, pardon, je voulais conclure. Simplement à dire, je parle du PCT, mais ce n'est pas pour le brocarder, ou tout en le brocardant, parce qu'il y a quand même des attitudes qui se sont imprimées en nous, en disant, ben voilà, l'État doit faire. Mais je suis dans une situation, un état d'esprit qui fait que l'État doit nous faciliter l'action de faire. Et ce n'est pas à l'État de tout faire. Exactement. Je dirais que le mot espoir est un mot... Il y a quand même des mots qui sont mêlés. Hein. Espoir, désespoir, incertitude, joie, échec, succès. L'espérance qui irait le mieux avec. Oui. Ce sont des mots qui accompagneront ad vitam aeternam l'humanité. Je me souviens d'Alexandre Dumas, qui disait en son temps que toute la philosophie de l'existence se résume en deux termes: attendre et espérer. Et donc, que des mots soient répétés d'une année à une autre, cela n'est pas une faute, cela n'est pas non plus, à mon sens, le constat d'une non-évolution de la situation. Non. C'est le constat d'une attente qui demeure. C'est le constat d'une attente qui demeure. Est-ce que cela ne dit pas d'un avenir un peu... Absolument pas de l'espoir? Je vous prends un exemple. Oui. Vous aspirez à, par exemple, l'installation sur l'ensemble du territoire d'un plateau technique en matière de santé de qualité. Et l'installation sur l'ensemble du territoire de ce plateau technique de qualité suppose donc la mise en fonctionnement des 12 hôpitaux promis. Vous en êtes à 3. C'est un progrès. Mais ce progrès, sur les 12? Sur les 12. De 0, vous en êtes à 3. C'est un progrès, excusez-moi. L'écart est quand même assez grand. Écoutez, madame, si vous voulez regarder du côté du verre à moitié vide, moi je pense qu'il y a à moitié plein. À partir du moment où il y a une évolution. Donc, lorsque les populations demeurent dans l'attente de la réalisation à 100% de ce qui a été promis, il est normal que l'année d'après, n'est-ce pas, ils soient incités à de l'espoir constant, parce que justement, le gouvernement n'a pas abandonné sa constance dans la recherche, n'est-ce pas, des résultats qui sont escomptés. Croyez-moi que en matière de spéculation quant à l'avenir, il n'y a pas de personnes en situation plus difficile que ceux qui sont en charge de la manipulation, n'est-ce pas, des prérogatives de puissance publique. C'est des spéculations qui tiennent compte de situations que l'on ne maîtrise pas nécessairement. On connaît les grandes crises que nous avons connues du fait, n'est-ce pas, du changement du prix des matières premières qui n'est jamais décidé par les producteurs. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ne serait-ce que... Est-ce pas notre faiblesse, Christian Bouanga, 63 ans après justement que nous ne décidions pas du prix de nos matières premières? Mais justement, si vous voulez rentrer dans un combat d'arrière-garde, allez-y. Nous avons parlé tout à l'heure de l'avantage, n'est-ce pas, militaire qui a été pris par beaucoup d'États. Cet avantage militaire fait en sorte que nous ne sommes pas toujours en situation, entre guillemets... Tout à l'heure, vous avez évoqué, dès l'entame de cette émission, la diplomatie. La diplomatie, justement, est-ce que nous ne sommes pas faibles sur le plan diplomatique? Mais justement, il demande qu'indépendamment de tous les États en possession, n'est-ce pas, en situation de puissance militaire, stratégique, diplomatique, sont en mesure de dicter leur voie. Et sur ce terrain-là, je ne parlerai pas seulement du Congo, l'Afrique est très en retard. Donc, ceux qui détiennent, n'est-ce pas, ces mécanismes de manipulation du jeu politique au profit de leurs intérêts sont bel et bien en situation de s'assurer du retard des uns, n'est-ce pas, et de l'avancée des autres. Donc, si l'on rentre, n'est-ce pas, dans la recherche des causes pour lesquelles l'Afrique en est encore à cette situation en 2023. Nous parlons du Congo, précisément, nous parlons du Congo, pas de l'Afrique. Je dis, ayons l'honnêteté de reconnaître que cette situation est globale et que la situation du Congo n'est pas particulièrement... Est-ce que nous devons nous en féliciter? Nous devons nous consoler? Personnellement, je m'en félicite. Personnellement, je m'en félicite parce que je vis dans un État... parce que les autres nations se trouvent aussi dans cette position. J'ai eu un choc la dernière fois que j'ai participé à un événement. J'ai vu
un président, n'est-ce pas, du Kenya, le président Uhuru, si je me Uhuru trompe. Kenyatta. Oui. Venu L'ancien ici. président? Non. L'actuel William Ruto. Venu ici accompagné d'une quarantaine d'hommes d'affaires qui ont identifié le Congo comme étant une telle opportunité. Indépendamment de tout ce que l'on peut raconter ici, il semble bien qu'il y ait à l'extérieur des informations de bénéficier des investisseurs étrangers et qui leur permettent, n'est-ce pas, de venir en masse prospecter notre marché. Donc moi, rien qu'à ce titre-là, je peux constater que ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de la gestion des institutions publiques s'efforcent, autant de faire se peut, à réunir autour, n'est-ce pas, de cet état, les conditions de notre activité qui peuvent nous permettre d'envisager un avenir manifestement meilleur que celui Pour compléter, si vous permettez, vous avez dit qu'on parle du Congo, mais je crois qu'on ne peut pas parler du Congo aujourd'hui sans parler de l'Afrique. Le président a cité un mot, le panafricanisme. Et encore, j'aime bien le fait que ce soit vraiment synthétique. Parce Il a parlé de la position stratégique du continent actuellement. Oui, mais le mot panafricanisme a été évoqué. Ça, c'est vraiment pas. Et je pense que ce qui est bien dans ce discours, c'est que c'est tellement synthétique qu'on peut s'arrêter sur chaque mot, décortiquer chaque mot. On a parlé de père de la nation. Arrêtons-nous sur le panafricanisme. Il y a quoi derrière? Il y a aussi les pères du panafricanisme. Je pense que tu es un fervent défenseur de cette cause. Et en fait, nous sommes sur le chemin. Je sais bien. C'est ce que je salue. Nous sommes sur cette voie. En fait, qu'est-ce qui se passe? On parle d'armée. Et le Congo n'a pas une armée forte. Et personne n'est dupe. Il y a des réalités régionales, sous-régionales qui font que, on voit bien que le Congo, quand il est en guerre, a besoin de soutien de d'autres États, d'autres armées pour nous aider à faire face. Même des conflits fois internes. C'était une parenthèse. Mais on peut parler d'armée sous-régionale, d'armée régionale. C'est le travail de l'Union africaine. Il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Je pense que quand il évoque panafricanisme, il voit. Mais c'est vrai que dans son discours, il a évoqué justement le conflit russo-ukrainien, mais actuellement sur le continent, il y a des conflits. Le coup d'État, le récent coup d'État au Niger, l'intervention de la CEDEAO aujourd'hui. Oui, non, mais tout ça, ça a été. Je finis mon propos pour pas perdre le fil. Je veux dire que panafricanisme, effectivement, ça c'est sous-jacent à mon avis. Vu que le discours est court, il ne peut pas aller de manière explicite sur toutes les questions. Donc, il a mis en lumière ce qu'il estimait plus important aujourd'hui. Et donc, je dis, même sur le plan économique, on n'a pas parlé de la ZLECAf, il ne le dit pas. Mais quand on parle de panafricanisme, il y a la ZLECAf derrière. Bien sûr. 1,3 milliard de personnes qui vont arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Congo ne peut pas se dire, je vais chercher le progrès seul. C'est impossible. C'est un monde aujourd'hui globalisé. Restons sur le continent. Aujourd'hui, les échanges commerciaux, à l'intérieur de notre continent, c'est de l'ordre de 15%. Quelle est la balance du Congo, commerciale du Congo par rapport aux Moi, c'est pas la question. C'est mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail à faire, mais c'est continental le travail. En Europe, je crois que c'est de l'ordre de 70%. En Asie, c'est de l'ordre de 50-60%. Donc, il faut que nos carnets de commandes, je suis content que les investisseurs rwandais viennent. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, il y a Kenya entend pour moi. Et il y a des domaines de... Il y a aussi le Rwanda. Je pensais aux terres arabes. Les investisseurs. Voilà. Juste pour finir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, après les domaines de souveraineté, il faut encadrer des choses. On va pas brader toutes nos terres arabes au profit de d'autres nations ou mettre... Bon, je n'ai pas les détails de ces contrats-là. Et surtout qu'on parle de la mécanisation de l'agriculture, si on sait tous nos terres, c'est un vrai sujet. Avec quelle terre on va justement réaliser. Excusez-moi, sur ces questions, justement, il y a cette propension à critiquer systématiquement les décisions prises par les pouvoirs publics. J'ai lu sur beaucoup de médias nationaux, n'est-ce pas, toutes les critiques qui ont été faites quant à ces contrats de concession signés au profit de Rwandais. Que représentent ces terres par rapport à ce qu'il nous reste à cultiver? Je disais, puis-je finir, s'il vous plaît, puis-je finir? Les gens sont une espèce de psychose, n'est-ce pas? Le moyen, je dis, sinueux d'invasion ou d'occupation de nos terres, moi je ne pense pas à ça. Nous avons des terres qui sont décriées comme étant très arables, n'est-ce pas? Très fertiles et qui ne sont pas exploitées. Et l'une de mes explications, c'est simplement que nous ne sommes pas un peuple agricole. Nous avons sur cette question besoin d'importation de main-d'œuvre, comme le fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays à grande production agricole, mais renseignez-vous, ce sont les diasporas ou carrément les étrangers, n'est-ce pas, qui sont le gros de la main-d'œuvre dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Il n'est pas exclu, tout à l'heure. Il n'est pas exclu que le Congo importe de la main-d'œuvre. Alors, c'est pas extraordinaire, des investisseurs extérieurs estiment qu'ils sont en mesure, n'est-ce pas, de venir booster notre économie, j'allais dire, parce que si cette production se passe au Congo, et même si elles sont envoyées à l'extérieur, ça veut dire que notre pays perçoit des taxes en rapport avec cela. Donc, nous n'avons pas vu
de gros porteurs de capitaux de nationalité congolaise ou d'autres nationalités s'intéresser au domaine agricole autant que les Rwandais l'ont fait. Je ne crois pas, n'est-ce pas, que la souveraineté congolaise serait mise entre parenthèses par la spécificité de la nationalité de ces investisseurs-là. Il y a bien eu, avant les Rwandais, d'autres États qui ont tenté d'acquérir des terres chez nous sans que cela fasse autant de bruit. Je crois qu'il s'agit là d'une présomption, n'est-ce pas, belliciste, prêtée, n'est-ce pas, à la nation rwandaise, qui fait qu'il y ait des doutes quant à l'efficience, n'est-ce pas, du tel. Merci Christian Banga. Constant Banga. Prêter à la nation rwandaise. Non, pas tout à fait. Je veux dire, autant je suis d'accord avec toute votre démarche, à quelques nuances près, autant on ne peut pas dire qu'on ne fait que prêter à la nation rwandaise les intentions bellicistes. Il y a quand même un rapport de l'ONU qui établit bien noir sur blanc que le Rwanda est incitateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La proposition Constant Barapéa, oui. Je ferai la proposition que nous demeurions, n'est-ce pas, dans les limites de notre État, parce que si nous mettons à parler de géopolitique, nous risquerions de proposer des propos plus ou moins malencontreux. Parce que je ne peux pas, un rapport de l'ONU qui rendrait le Rwanda responsable d'une telle situation. Permettez-moi à ce moment-là d'apostropher le sérieux. Parce que le Rwanda, merci Christian Banga. Le temps de permettre à Constant Barapéa de réagir avant d'évoquer en quelques mots les défis du Congo 63 ans après. Tout à l'heure, vous avez parlé de la démocratie, l'organisation des élections, l'éducation, la diversification de l'économie également. Réagissez. Je réagis par rapport à l'hôtel qu'on a donné au Rwanda. Alors, je ne fais pas une fixation sur le Rwanda. Il ne s'agit pas d'une main-d'œuvre. Non, monsieur Banga. Il s'agit des fermiers, donc des entrepreneurs agricoles, des opérateurs agricoles, que l'État a cédé des terres. Donc, c'est des opérateurs rwandais que l'État a cédé des terres. Je rappelle que l'État n'a pas de terres au Congo. Les terres appartiennent aux communautés pour la simple raison que les communautés ont précédé l'État. Donc, on ne peut pas se satisfaire de dire que nous n'avions pas les terres que nous avons données au Rwanda, ça ne représente rien par rapport à ce que nous disposons. Non! Lorsque les Occidentaux disent, d'ailleurs, le monde entier, la communauté internationale, que vous pouvez appeler internationale, dire que l'avenir du monde est en Afrique, c'est justement par rapport aux terres. Parce que nous avons des terres arabes, des terres fertiles, et ce sont ces terres-là qui vont faire notre puissance de demain. C'est pourquoi tout le monde a des yeux rivés sur l'Afrique. Mais vous prenez les terres, vous donnez à l'État rwandais. La spéculation, c'est le thé. Laissez-moi, je vous ai laissé, je vous ai suivi religieusement, mon cher Banga, souffrir. Voilà. Donc, que ça soit même 2%, c'est pas nous qui étions à Berlin, c'est pas nous qui avons fait la répartition de l'Afrique, et que le Rwanda se trouve dans une situation où ils ont la précarité des terres. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy de Najib Bouska, chef d'État français à l'époque, il avait demandé à la RDC de céder une partie du territoire au Rwanda parce que le Rwanda avait un problème de territoire. Donc ils veulent compenser ce manque. Ils ont venu faire l'agriculture chez nous, faire du thé, alors que nous ne consommons pas de thé. Et si encore cette spéculation était transformée sur place, c'est-à-dire que le produit est transformé au Congo, nous on pouvait dire, bon, d'accord, ça va donner de l'emploi au Congo. Mais là, ils vont exporter, ça va aller chez eux, nous allons bénéficier de quoi? Des taxes. Monsieur Banga, vous pouvez me dire, quel est cet État au monde qui s'est développé avec les taxes? Non, c'est pas l'industrialisation, monsieur. Vous le savez bien. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Rwanda a des ambitions impérialistes. D'ailleurs, le Rwanda n'est pas producteur de minéraux, mais le Rwanda a créé, ou bien a construit, une raffinerie pour la transformation des minéraux. Où est-ce que le Rwanda va voir? On ne sait pas. Donc, le Rwanda qui veut contrôler toute l'Afrique centrale, parce que nous avons des élites politiques qui sont en train de sortir, c'est-à-dire qui ont pris de l'âge, ils sont en Centrafrique, ils sont ici. Donc, les accords ne sont pas seulement sur les terres. Non, laissez-moi. Les accords intègrent également les minéraux. Et c'est là qu'il faut voir la ruse, M. Rwanda souffre. C'est là qu'il faut voir la ruse du Rwanda. Les accords avec le Rwanda ne concernent pas seulement l'agriculture, elles concernent aussi les minéraux. Et on peut donc établir une relation entre la construction de leur d'une raffinerie de minéraux et ces accords consignés avec le Congo, la présence à l'est de la RDC et la présence en Centrafrique. Il faut ouvrir les yeux, les relations internationales. Les relations internationales sont basées sur la ruse. Et un État, vous avez dit Ruto qui est venu ici, qui a dit on a mené les hommes. Oui, il faut regarder au-delà. Lorsque on se présente
pourquoi le Premier ministre n'ont pas mis ces accords? Nous l'avons revendiqué. Mettez-le sur la place publique. Pourquoi ces accords ne sont pas Nous sommes dans une s'il vous plaît. De quoi? On est pratiquement à la fin de l'émission. On va ne peut pas s'accepter dans un état le dernier virage de cette émission. Les défis du Congo restent. Ce sont 3 ans après. Vous avez parlé de la vitalité de la démocratie tout à l'heure, la diversification de l'économie, la qualité de l'éducation aussi. Plusieurs défis que le Congo doit relever 63 ans après. Mais je vais laisser les défis aux autres. Je prends la question que mon ami Foné, par rapport au temps, il nous a parlé du le changement climatique. Et nous sommes tous tombés d'accord que c'était... Non, pas le défi. Non, le défi, je regarde sur le plan mais on a déjà évoqué l'engagement climatique. Mais je n'ai pas parlé de ça. Je dis dans les défis. C'est donc ça mon angle d'attaque. Pourquoi vous voulez que je fasse la dictature, madame? Alors, je dis ceci. Nous avons donc le défi climatique qui se trouve là. Mais, mon ami Marien a évoqué cette institution de l'ONU qui a produit le rapport. D'accord, je suis d'accord. Mais je reste très sceptique. Il revient aux Africains, nous-mêmes, de faire des comptes, et si nous avons les moyens d'ailleurs même, je m'interroge, de faire des contre-expertises par rapport à ce qu'on nous a présenté. Pourquoi? Si nous nous disons que ce qu'on a dit là, il y a le réseau climatique, nous allons attendre l'argent qui viendra par exemple des pollueurs, qui ne viennent d'ailleurs pas depuis Copenhague, depuis le COP, je sais qui ne viennent d'ailleurs pas, alors que nous avons des défis, c'est là où j'arrive, nous avons des défis sécuritaires, mais nous avons aussi les défis de l'emploi. J'ai dit tout à l'heure à mon ami que... Le chômage? Le chômage, oui. Le chômage. Est-ce qu'avec cet argent qu'on va nous donner, en termes de milliards, ça viendra combien? Et ça va simplement créer des industries si on doit parallèlement préserver comment vous appelez ça, les forêts pour ne pas faire les travaux agricoles de grande envergure. Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et dernier élément, il faudra que nous soyons animés d'une conscience nationale. La conscience nationale ne doit pas nous demander d'accepter tout ce qui vient de l'autre côté. Parce que la domination de l'Occident, et derrière, il y a des éléments de domination. Donc, je conclue en disant que... C'était la conclusion, votre... J'ai conclu. Merci. Maria Foné-Ngombe. Voilà, les défis très rapides, bon, pour passer la parole. Il y a beaucoup de chantiers. Alors, moi, je pense à l'éducation au Congo, au niveau du système éducatif. J'aurais pu parler d'agriculture, j'aurais pu parler de beaucoup de sujets. Il a parlé des sociétés d'État que nous avions. Après, il y a eu des plans d'ajustement structurel qui ont fait que ces sociétés n'ont pas pu tenir ces investissements-là. Et ces plans ont également affecté le système d'éducation au Congo. On n'a pas pu investir sur l'éducation. C'est-à-dire que les IFI faisaient qu'on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. On a été un peu restreint et contraint d'aller sur des investissements, des choses un peu... Il y a eu des compressions de la fonction publique. Enfin voilà, c'est des choses qui ont mis à mal beaucoup de choses. Moi, c'est l'éducation. Ça n'a pas été très évoqué, mais pour moi, c'est un cheval de bataille. La formation. Il faut former la jeunesse congolaise. Il faut la former. Le monde, il est ouvert. Aujourd'hui, on parle de certification. Pourquoi? Quand on a des produits, il faut qu'ils s'exportent. En gros, au niveau de l'humain, de la formation, il faut qu'ils soient prêts à aller hors de nos frontières. Arrêtons de croire qu'on va régler le bassin de l'emploi au Congo. Oui, mais on est 5 millions, on sera 7 millions, c'est pas suffisant. Merci. Une minute, Albert. Conclusion sur les défis. Je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient. Mais si je peux vous orienter et parler plus de la démocratie en conclusion. Oui, là, nous accusons... Les partis politiques, précisément, pour être plus précis. Nous accusons un grand retard parce que même les conditions dans lesquelles l'alternance se déroule chez nous, vous savez, tout de suite, vous voyez 2 camps se dégager. Donc, il y a ceux qui se satisfont d'une réalité presque immuable et ils sont là. Bon, nous avons gagné. Tout en sachant que le 20 août prochain, il aura la tenue les sénatoriales. Oui. Donc, la vitalité de notre démocratie, elle doit franchir l'étape des chiffres. Elle doit franchir vous savez, c'est comme si on nous présentait un module, un format où il dit, l'ONU nous demande, est-ce que vous avez une cour constitutionnelle? Est-ce que vous avez une cour, je sais pas, de répression du banditisme? Vous avez une cour de répression de la délinquance phonique, etc. Vous cochez. Et puis le résultat, c'est OK. Merci beaucoup, Albert. En tout cas, ce que vous dites, c'est très intéressant. On va le poursuivre avec les plateaux talk.
pour aujourd'hui, c'est terminé. Christian Bouanga, les défis. Tout à l'heure, monsieur En une minute, parce qu'on a la fin. M. Constant Peya a rappelé, n'est-ce pas, les soubresauts politiques pour dire que quasiment toutes les alternances étaient déroulées de manière violente. Je puis me permettre de mettre sur ce plateau le fait que depuis 1997, nous bénéficions. Est-ce que vous me permettez de vous orienter, vous en tant que, non seulement en tant qu'acteur politique, non seulement Christian Bouanga en tant qu'acteur, non seulement, vous n'avez plus le droit à la parole, s'il vous plaît, non, si, vous avez déjà conclu. Alors Christian Bouanga, la qualité de la justice congolaise, avec vous, vous me permettez de vous orienter. Oui. En conclusion. Vous concluez sur la justice. Elle va en s'améliorant, témoin les dernières décisions, sanctions prises par le Conseil suprême de la magistrature, n'est-ce pas, qui prouve l'intérêt qu'il y a pour nos pouvoirs publics à lutter contre, n'est-ce pas, toutes les déviances dans ce système-là. Je voudrais terminer personnellement sur cette touche. J'ai vu l'un de mes co-panélistes, je ne vais pas le citer, n'est-ce pas, prendre une bonne dose d'adrénaline, n'est-ce pas, à l'évocation du péril rwandais. Je dirais encore que pour ma part... Ah, mais nous devenons de qui il s'agit. Pour ma part, soyez courageux, je ne suis pas un dictateur. Je dis bien vous. Ah, merci. Alors, merci beaucoup. Vous avez conclu, hein? Merci beaucoup. C'est la fin de ce plateau spécial consacré au 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Merci à nos 4 invités. Marianne Fodé-Ngomé, présidente de Think Tank. Voilà. Du Congo, Albert Mianjukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, Constant Ibara Peya, politologue, et à vous également, Christian Bouanga, acteur politique et membre du PRL. Merci à vous pour votre attention, merci à la réalisation et au revoir.